C'est-à-dire, voilà, le film sort et si c'est une catastrophe, ça vous détruit son réalisateur. George Lucas n'a plus réalisé d'ailleurs depuis la prélogie Star Wars et je ne souhaite qu'il le fasse plus jamais. DJ Abrams, donc, qui avait finalement assez peu de films à son actif, qui avait réalisé Mission Impossible 3, qui était plutôt un bon film. Il avait réalisé ensuite le film de remake de Star Trek, sa suite. Et entre les deux, il avait réalisé Super 8, qui était un film produit par Spielberg et qui était un petit peu hommage à ce qu'on appelle les années Amblin, c'est-à-dire l'univers E.T., le Spielberg plutôt axé film très grand public pour enfants avec cette vraie poésie du fantastique qui vient s'insérer dans le quotidien. Et Super 8, c'était vraiment ça. C'est quelqu'un qui vient de la série, J.J. Abrams, et il a toujours dit que c'était un immense fan de Star Wars, beaucoup plus que Star Trek d'ailleurs, qu'il avait réalisé. Et donc on était en droit d'attendre un film de fans pour les fans. Parce que J.J. Abrams, c'est un amoureux de Star Wars, d'ailleurs ça se ressent dans le film, on y reviendra. Oh oui. Alors, c'est très compliqué je trouve d'aborder un film comme ça. Je parle vraiment quand on arrive dans la salle de cinéma, puisque on a ce mélange d'excitation quand on est fan de Star Wars, et même pas forcément d'ailleurs, parce que c'est devenu un événement qui dépasse même le film. Je veux dire, là, on n'est même plus face à un enjeu de film, on est face à un enjeu de multinationale. Je veux dire, là, c'est des milliers de dollars qui sont en jeu, et c'est même plus un film qu'on va voir, c'est un vrai produit. C'est-à-dire que c'est un... Là, il y a une démarche qui est purement mercantile de la part de Disney. Bon, le film est un succès programmé, les préventes se sont envolées, je crois que c'est plus de 500 000 places qui étaient vendues avant même que le film sorte. Oui. Il était déjà rentable avant de sortir. Voilà, on arrive en salle et on se demande bien ce qui va se passer. Et alors, avant de rentrer dans le cœur du film, je crois que les conditions de visionnage d'un tel phénomène sont primordiales. Voilà, je sais que tu l'as vu à Rouen à 10h un matin, moi je l'ai vu à Lyon à 19h. Voilà. Là on est, je veux dire, les gens sont déguisés. Oui, mais alors là pour le coup, il y a une espèce de folie. Autant sur un film autre, je suis tout à fait d'accord qu'on voit pas la même chose sur un film à 10h qu'à 19h. Autant sur Star Wars, non, parce que les gens étaient aussi déguisés. Quand le générique s'est mis, on a vu tous les sabres laser monter. Donc on est dans cet univers. Et finalement, les fans qui étaient à ta séance de 19h étaient à la mienne à 10h. Oui. On les écoutera tout à l'heure. Rapidement, certains l'ont déjà peut-être écouté sur notre page Facebook, mais oui, les fans, ils ont vu à 10h, ils ont vu à 15h, ils ont vu à 20h. Donc finalement, c'était les mêmes. Ils ont été là du début à la fin, ils avaient acheté leur place depuis longtemps. Donc voilà, l'excitation était la même, voire sans doute même encore beaucoup plus à 10h, puisqu'à 10h, personne en France qu'on l'avait vu, à part 150 journalistes qui n'avaient pas le droit de parler. C'est vrai que nous, on avait aussi cette crainte dans la file d'attente ce qu'on appelle du spoil, c'est-à-dire révéler des éléments de l'intrigue. Nous, il n'y avait pas ce problème-là puisqu'on était les premiers à le voir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un article du Monde que j'ai partagé sur la page dans lequel un journaliste du Monde explique pourquoi il n'y a pas eu de critique avant mercredi à cause des conditions drastiques que Disney a imposées aux journalistes pour pouvoir assister à Star Wars. C'est complètement fou d'ailleurs. Enfin, bref. Alors, allez, rentrons dans le film. Évidemment, le film s'ouvre sur la musique que vous avez entendue. On retrouve les bases de ce qu'on aimait, c'est-à-dire il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, cette écriture bleue sur fond noir, la musique de John Williams qui se lance, et là le texte qui défile. Et ça y est, on se retrouve d'un coup, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment à la suite du 6. On nous parle de Luke Skywalker qu'il faut aller retrouver, etc. Peut-être, moi personnellement, je vais éviter de spoiler. Comme ça, c'est pas à moi que vous en voudrez, c'est à Guillaume. Et je trouve que, alors c'est toujours un petit peu compliqué de parler de cinéma de divertissement, parce que Star Wars c'est ça avant tout, faut pas se leurrer, George Lucas c'est un cinéaste jusqu'à ce qu'il fasse Star Wars finalement. À partir de là, ça devient vraiment du divertissement. Et donc d'un côté, quand on parle de cinéma de divertissement, on a le plaisir coupable, des films qu'on aime parce qu'ils nous font passer un bon moment, mais au fond on est totalement conscient qu'ils sont assez mauvais et qu'ils sont porteurs de peu de valeurs, parfois même morales, mais même cinématographiques. Et d'un autre côté, on a le refus de la médiocrité formatée, c'est-à-dire qu'on va toujours s'éloigner de films dont on sait qu'ils seront à l'image de tout ce qui se fait dans une période. Et alors, c'est pour ça que je crois vraiment que quand on prend ça en compte, ce 7ème épisode de Star Wars est vraiment un film d'exception. C'est un film qui sort du lot, et ce, dès les premières images. Parce que je crois vraiment que c'est devenu trop rare d'être face à des œuvres vraiment fédératrices qui vont être bienveillantes et rassembler le public dans tout ce qu'il y a de divers.
Et c'est pour ça que je crois que ce Star Wars, il marche, parce que d'un côté, il va émouvoir les adeptes, et d'un autre côté, je crois vraiment qu'il va émerveiller les nouveaux venus. Je pense qu'il va avoir le même impact qu'avait l'épisode 4 lorsqu'il était sorti, c'est-à-dire cette espèce de découverte d'un univers et de plonger d'un coup dans l'espace avec ses personnages dans cet univers. Alors même si c'est vrai que certains moments sentent vraiment la scène culte programmée, mais ça vient aussi d'une fait qu'il y a beaucoup de réminiscences des précédents épisodes, surtout le 4, et ça j'y reviendrai vite fait. Moi je trouve que rien n'est bâclé. Tout est réfléchi avec une minutie mais qui est assez incroyable quand on replace le film dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, surtout des blockbusters j'entends, que ce soit de la mise en scène qui est aérienne et spectaculaire à souhait, au scénario rythmé et captivant, même si je pense que le peu de lacunes que peuvent présenter le film viennent du scénario, tout fonctionne. Et puis Abrams parvient avec une aisance presque gracieuse à transcender justement ce que j'appelais la dimension mercantile de ce qui était au départ un produit, pour en faire vraiment une œuvre universelle et surtout une pure œuvre de divertissement, mais qui se révèle vraiment vraiment généreuse. Le film devient un pur plaisir, et la réussite tient aussi du fait que l'efficacité plastique avant tout du film, et ça j'y reviendrai beaucoup, prend en charge une bonne partie de la puissance du récit, qui est un récit évidemment épique, mais qui laisse place à une intrigue que moi je trouve pas faible, mais que je trouve épurée et purement mythologique. Et là on retrouve aussi les premiers épisodes, qui étaient avant tout des récits mythologiques. Alors aussi, je trouve que le film est d'une vraie beauté visuelle, et vraiment d'une simplicité. Et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas assez au cinéma. Alors ce Star Wars 7ème épisode est donc, je trouve, vraiment un des meilleurs films hollywoodiens qu'on aura vu sur grand écran depuis des années. Je suis à deux doigts de la ricarder. Mais pas parce que c'est un Star Wars, pas parce que c'est une bonne suite, pas parce que c'est un bon Star Wars. Au bout d'un moment, j'en avais presque plus rien à faire. Les seuls moments où j'étais heureux de voir des éléments Star Wars, c'est parce que je suis un fan aussi. Mais à mon avis, j'aurais jamais vu aucun Star Wars, j'aurais été porté de la même façon. Alors pourquoi ? Déjà, parlons de quelque chose qui m'a vraiment marqué, la mise en scène. J'entends beaucoup de choses qui m'agacent un petit peu par rapport à ça. Parce que je me demande vraiment si les gens vont encore au cinéma quand ils parlent de la mise en scène de ce 7ème Star Wars. Moi j'aimerais bien qu'on me relève ces 10 dernières années des scènes d'action qui soient filmées de la manière dont J.J. Abrams les filme. C'est-à-dire qu'il y a certains plans qui sont entièrement numériques, et il va se débrouiller pour qu'on ait une esthétique de photoréalisme absolument dingue, dans laquelle il fait comme si tout avait été filmé en longue focale. C'est-à-dire que toute la profondeur de champ va être écrasée, et ça veut dire qu'on va se focaliser sur le Faucon Millenium, qui sera le seul point net de l'action, et la caméra va le suivre, et tout le reste sera flou. Donc il utilise un élément de grammaire cinématographique assez complexe, et qui va pas du tout de soi pour des scènes d'action. Je veux dire, la longue focale, on ne l'utilise jamais pour des scènes de vaisseau spatial. Justement, il faut une courte focale pour que tout soit net, qu'on prenne vraiment la mesure de l'environnement dans lequel on va évoluer. C'est tout le défi des scènes d'action, c'est d'arriver à construire l'espace. Ben là, il construit l'espace vraiment beaucoup avec des longues focales, et je trouve que ça crée une espèce de tension où l'image va vraiment porter l'action. C'est l'image qui va devenir porteuse de ces scènes d'action. Je veux dire, on est tendu tout au long de ces scènes de poursuite, mais scènes de poursuite qui sont filmées, mais d'une manière, je veux dire, ok, Mad Max fonctionnait pour les scènes d'action, sauf que bon, Mad Max c'est 2 heures de scènes d'action, au bout d'un moment on comprend la mécanique, et la mise en scène ne se renouvelle pas pendant le film. Donc, à la limite, si Mad Max était composé d'une scène d'action de 20 minutes, ça fonctionnerait, sauf que Mad Max est composé de 2 heures de la même mécanique plastique, puisque de toute façon, on le sait, Mad Max repose uniquement sur un régime plastique de l'action visuelle qui est porteuse autant du récit que de l'action en tant que régime visuel. Et là, Star Wars, on a des scènes d'action qui se renouvellent sans arrêt. C'est-à-dire qu'à un moment, la caméra va suivre le Faucon Millenium, la caméra va se retourner, et on se retrouve avec la caméra à l'envers. Il y a des moments où la caméra va filmer 5 actions dans le même cadre. Donc on a un montage dans le cadre. C'est-à-dire qu'elle va suivre un vaisseau qui s'écrase, et la caméra se décale, on voit un autre vaisseau qui décolle, qui va tirer, on va suivre le rayon laser, qui va toucher un autre vaisseau. Tout ça avec la caméra qui va balayer ce cadre qui est construit avec une maîtrise absolue. Là je parle vraiment purement des scènes d'action. Parce que je trouve vraiment, et ça il faut le noter, que c'est le premier Star Wars qui est un Star Wars purement visuel. Parce que les autres Star Wars reposaient avant tout sur
les scénarios, sur ces scénarios qui étaient construits sur la mythologie que George Lucas avait fabriqué, inspiré d'ailleurs, on le rappelle, du monomythe de Joseph Campbell. Mais bon, ça voilà, pour ceux qui veulent lire les ouvrages de Joseph Campbell, qui a beaucoup théorisé ça, le monomythe par rapport au scénario de Star Wars, ça peut être intéressant, là on n'a pas le temps de le faire. Mais là, on retrouve cette part-là, puisqu'il y a beaucoup de réminiscences. Je suis d'accord, c'est un petit peu des faiblesses. On retrouve toutes les scènes clés. Et puis voilà, il y a un petit peu la même structure, c'est-à-dire que c'est vrai que Rey, qui est le personnage principal, qui est une femme, c'est Luke Skywalker avec un vagin. Voilà, on va pas se le cacher. On est vraiment sur la même mécanique. Mais toutes ces réminiscences, elles servent aussi les fans. Mais pas que. Pour moi, il n'y a pas de fanservice dans le film. Le fanservice, c'est quand on vous balance une référence et qu'on la laisse de côté. Bon, là, je vais faire un petit spoil, par exemple. C3PO apparaît dans le film. On se dit, ouais, génial. Mais il reste. Alors, il devient pas un élément d'intrigue, mais il reste. Il réapparaît dans le film pour devenir un personnage. Quand Han Solo y revient, comme on le voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoil. Il est un personnage du film. C'est pas juste pour le plaisir de faire réapparaître Han Solo, c'est parce qu'on est dans la continuité de quelque chose. On est dans Star Wars épisode 7. Bah oui, faut mettre C3PO, faut mettre R2D2, faut mettre Luke Skywalker. Moi, je ne trouve qu'il n'y a pas de fanservice. Il y a quelques clins d'œil qui ne sont jamais lourds, qu'on voit si on connaît les films. Il y a quelques répliques très très drôles d'ailleurs qui se moquent de l'épisode 1, qui est un épisode largement détesté. Mais je trouve que c'est le premier Star Wars qui est purement visuel, dont vraiment l'aspect plastique prime. C'est-à-dire que pour moi, le récit est porté par les images. C'est un des seuls Star Wars où j'ai tout compris. Moi, d'habitude, Star Wars, je comprends pas, il y a trop de personnages, il y a trop de trucs. C'est comme les James Bond, je comprends jamais rien. Le jour où un James Bond sera visuel comme l'est ce Star Wars 7, on comprendra tout. Pourquoi ? Parce que l'image est porteuse à la fois du sens, de l'action, du récit, et surtout du pur plaisir visuel. Et pour moi, Star Wars 7, c'est avant tout ça, c'est un pur plaisir plastique qui fonctionne du début à la fin, parce que J.J. Abrams a réussi sa mise en scène, il a aussi, un petit peu moins, mais il a réussi son scénario, qui est assez palpitant pour qu'on s'intéresse du début à la fin au scénario. Alors que vous soyez fan de Star Wars ou non, allez voir Star Wars 7, parce que c'est avant tout un pur plaisir de cinéma, un pur plaisir d'image. Eh bien, on va nuancer un petit peu Star Wars. Tiens, avant toute chose, on va quand même écouter déjà un son. Qu'est-ce que ça donne à la sortie du cinéma ? Ceux qui sont abonnés à notre page Facebook nous ont déjà entendu ce son-là. Sinon, bah, écoutez, c'est surprenant. L'impression, ça correspond à ce que j'attendais. Il y a eu de la poussière. J'ai eu de la poussière dans les yeux 2 fois dans le film. Et oui, moi, je suis heureux. Et je vais le revoir ce soir à 20h30 et je suis content de le revoir tout de suite aujourd'hui. Quoi, ouais. La 3D ? La 3D, sympathique au départ, quelques effets, après on l'oublie. Ouais, mais bon, je suis pas super fan de 3D, mais j'ai trouvé que le film était beau, quoi. En plus de bon et l'histoire, il y a quand même des choses qui m'ont énormément plu. Je pense que je suis pas le seul, quoi. Ça a été un grand moment du coup. Ah ouais, franchement. Ouais. Ouais. Si je m'en remets, ouais. Je suis désolé. C'est chouette. Non mais c'est bon, c'est rare de voir les larmes aux yeux en sortant du ciné. Ouais, t'enregistres ? Ouais. Ouais, c'est plus que ce que j'attendais. J'avais peur. J'ai mal dormi. J'y retourne à 15h, j'y retourne à 20h30, mais ouais, c'est énorme. C'est un choc visuel, c'est un choc dans l'histoire, c'est juste réussi. Voilà. Pareil, ouais, pas faire de spoiler parce que. Mais c'est juste réussi. Voilà. Merci. Merci. Ouais, merci. Ouais, voilà. Le mot c'est ça, c'est merci. Merci d'avoir pas galvaudé le truc, quoi. C'est Disney qui reprend, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va se passer. Et merci de pas avoir bousillé le truc. Voilà, d'avoir fait un truc peut-être même encore plus grand. Mais là, voilà, on en sort, c'est difficile, on fera le point dans quelques jours. Mais là, c'est juste énorme. Ouais. Je suis pas sorti d'un Star Wars dans cet état-là. Voilà, alors comment voulez-vous faire une critique après ça ? Comment voulez-vous avoir de la conscience pour se dire, eh ben voilà, des gens, des spectateurs vivent le film de cette manière-là ? C'est quand même très compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, voir pleurer un spectateur au cinéma, c'est rare. Voir pleurer 50 hommes de 40 à 50 ans dans une salle de cinéma qui ont des sabres laser et des t-shirts à l'effigie de Star Wars, ça fait très très bizarre. Moi je me sentais limite mal, j'avais l'impression d'être là, d'être un anachronisme finalement dans cette salle, d'avoir été posé là sans trop le vouloir, puisque j'étais le seul non super fan. Voilà, moi Star Wars j'ai bien aimé, voilà, ça a été des bons divertissements quand j'étais enfant. Voilà, j'ai regardé ça, mais je me suis pas relevé la nuit pour voir les Star Wars. Donc on va voir Star Wars. Donc déjà j'arrive déjà avec un œil qui est pas l'œil d'un fan.
Et puis, ben oui, ce que je disais tout à l'heure, le marché, il est conclu, le contrat, il est rempli, on est face à un bon divertissement, 2h16, on regarde pas la montre une seule fois, ça fonctionne, c'est quelque chose qui est même sympathique, très sympathique à regarder, on est dans un monde sympathique. On est dans un monde sympathique comme c'est sympathique de regarder Une famille formidable sur TF1. Et voilà, et le problème, c'est qu'on est sur Une famille formidable version fantasy. On n'est rien de plus, si on regarde le scénario, si on s'enlève un tout petit peu de la dramaturgie Star Wars et de tout ce que ça comporte autour, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? C'est papy et mamie qui sont en train d'essayer de rechercher leur fils. Tiens, encore des histoires de père, mais oui, mais vu que maintenant il n'y a plus Dark Vador, et ben ça peut plus être Luke Skywalker, je suis ton père, donc maintenant c'est je suis ton fils. Voilà, donc bon, voilà, ça c'est bon, on a compris quand même très très vite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Han Solo et Leia vieux. Alors ça, c'est intéressant, on se dit, bah oui, voilà, au moins ils ont pas été chercher d'autres acteurs pour nous remettre, non, les 30 ans du retour du Jedi, ils sont là, ils sont physiquement là. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans la manière de concevoir un film. Mais après, est-ce que c'est intéressant de voir papy et mamie qui cherchent leur gamin? Moi, ça m'intéresse pas. En fait, on arrive pour la première fois à montrer des films à des gamins avec des vieux. Ça, c'est bien, voilà, moi je suis content, je suis toujours content hein, que les jeunes aillent regarder des vieux au cinéma. Mais ça fonctionne pas plus. Ils sont tout aussi mauvais que Belmondo dans la dernière fois qu'il a joué pour Lelouch. On en est là. Non, pour Huster, L'homme et son chien, eh bien voilà, c'est pareil. Harrison Ford, est dans à peu près le même état physique, avec un petit peu moins de Parkinson, certes. Et quand il meurt, on s'en fiche complètement. Voilà, tu voulais pas que je dise, mais oui, on s'en fout. Enfin voilà, à un moment donné, il faut arrêter le truc de se dire on fait de la critique analytique ou on n'en fait pas. Ça veut dire que c'est soit on fait de la promotion pure, soit on critique un film. Si on critique un film, on va dans le fond des choses. Donc à un moment donné, on parle de ce qui se passe. De toute façon, de ce qui se passe, tout est couru d'avance. Je veux dire, on sait qu'est-ce qu'il y a. Il y a une quête de Luke Skywalker. Ah tiens, comment le film va bien pouvoir finir? Ah bah tiens, on va trouver Luke Skywalker. Bah voilà, on a trouvé Luke Skywalker. Pardon, oui, en plus, ouais. Non mais ça par contre ça fonctionne pas très bien. Non mais ça c'est en dessous de tout, je veux dire t'as un escalier de pierre, l'autre il est là-bas, il y a pas une baraque, enfin tu sais, c'est assez incompréhensible. Petite hutte ça va bien quoi. En ardoise. Donc voilà, donc c'est en termes de scénario, il ne se passe rien. On est à regarder des personnages qui gigotent, mais quand on regarde le fond du problème, je veux dire, il y a eu des Star Wars, alors j'ai pas les numéros en tête de chaque, mais il y a eu des Star Wars où on était face pratiquement à du péplum, on était face à du vrai grand spectacle, alors que là non, là on regarde une histoire de famille. Au début, moi j'avais même marqué Bienvenue chez les vieux, mais c'était ça. Après j'ai marqué Plus belle la vie au royaume de Star Wars, mais c'est aussi ça. Voilà. Et après j'ai trouvé Une famille formidable parce que vu que je déteste Une famille formidable, et ben du coup j'ai trouvé que ça calait mieux avec le film. Mais moi ça m'a fait ça m'a ennuyé si tu veux, parce que on a écouté ces gens-là qui ont pleuré et pour lesquels je suis conscient que c'est assez violent ce que je peux raconter, mais comme quand quelqu'un va dire du mal sur Godard, je peux aussi le prendre mal, sauf que moi je pleure pas quand je sors de voir un Godard, même si Godard quand il fait de la 3D il révolutionne la 3D, alors que quand J.J. Abrams fait de la 3D c'est juste de la 3D popcorn, et encore non, on est encore à 10 000 lieues de la pub Haribo. Putain, à un moment donné on est dans l'espace, on est sur du numérique. À un moment donné, ils peuvent pas nous le balancer à la gueule, le truc. Est-ce qu'on prend un missile dans la tronche? Est-ce qu'on prend un navire flottant dans la tronche? Jamais. Est-ce qu'à un moment donné, ça tourne? S'il l'avait fait, on lui aurait reproché. Mais ça ne fonctionne pas. En plus, la 3D est vraiment mal mise en place, puisque on se retrouve avec des personnages qui sont vraiment petits. Il y a même d'ailleurs un moment donné, quand on voit donc le personnage Rey, hein, donc ce que tu disais, Luke Skywalker avec des couilles. Non, c'est l'inverse justement. Oui, enfin voilà, sans couilles plutôt. Et quand on la voit, alors là, tu parlais de mise en scène. À un moment donné, il y a un cadrage pour montrer, oh là là, qu'elle est au milieu du désert, mais ce cadrage-là n'a rien à y faire. Alors là, tu parlais de grammaire du cinéma. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à caler ce genre de cadrage. Je pense que tu vois à peu près. Oui, quand elle est assise au pied du vaisseau. C'est incompréhensible. Hein. D'ailleurs, il ne met pas longtemps ce plan, mais à quoi sert ce plan? Absolument à rien. Donc ça, c'est encore bien dommage. On est dans un film qui est fait pour les fans et pour les nouveaux fans. C'est le but de Disney. Le but, c'est de derrière en revendre au moins 5 ou 6. Donc, je crois que c'était le contrat était encore 5. De toute façon, il y a les 2 qui vont finir la trilogie. Il y a encore 2 films autres. Donc c'est ça. En tout, c'est un bloc de 6 films. Donc, comment est-ce qu'on fait pour redonner de l'envie par rapport à des films qui ont quand même commencé à vieillir en plus les autres? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour
donner plaisir aux fans, parce que c'est quand même eux qui remplissent les salles aussi, et puis comment est-ce qu'on fait pour créer des nouveaux fans. Et bien voilà, allez voir ce film, parce que de toute façon c'est un bon divertissement et vous en parlerez en famille, et vraiment quand on sort, moi j'étais limite enthousiaste quand je suis sorti, et puis après je me suis dit attends, essaye de te dénislandiser et essaye de comprendre ce que tu viens de voir. Qu'est-ce que tu viens de voir ? C'est ce que j'ai dit. J'ai vu une histoire de famille dont tout le monde se fout. Enfin, je veux dire, pour retrouver leurs gamins, ils sont prêts à anéantir tout un tas de... tout un tas de planètes, mais en plus de ça, les morts n'ont aucune conscience, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de famille non plus, ou alors sinon il faudrait s'attacher à chaque famille, donc voilà, donc en fait finalement, parce que ce sont les rois, enfin, ou les princesses en tout cas pour Léa, et ben donc elle a le droit d'aller chercher son fils. Elle n'est plus princesse, par contre, oui, elle est générale maintenant, mais elle a le droit, parce que c'est une chef, d'aller chercher son fils. Par contre, toutes les autres familles, elles sont complètement ignorées, n'existent pas, donc bon, bref, ça passons, mais ça a toujours été comme ça, mais donc on est dans un film donc vraiment pour les fans. Tu dis il y a pas beaucoup de clins d'œil, il y a que ça, il y a que ça, mais même quand Han Solo se retrouve face à son fils, enfin voilà, on sait très bien. C'est pas, là, je crois que c'est plus du clin d'œil, c'est de la réminiscence là. Oui, on est plus dans le clin d'œil, on est dans le vraiment très lourd. remake, on est dans le remake. Bah, oui, c'est lourd dans le sens où ça devient téléphoné. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, la scène, je trouve qu'elle fonctionne quand même. Est-ce qu'à un moment donné, on est surpris dans le film ? On n'est jamais surpris. Et en plus de ça, on aurait pu être surpris justement par la 3D en se disant attends, c'est le plus gros film. Aujourd'hui, c'est le plus gros film de tous les temps. En termes de chiffres, en termes d'attente, en termes d'audience, on n'a jamais vu aussi gros. Et on réussit pas à faire une belle 3D. Sans déconner, mais même le fan, même ce monsieur qui était là où on vient de l'écouter, qui avait le t-shirt, qui avait le sabre, qui avait acheté sa place pour la séance de 10h, la séance de 15h, la séance de 20h30, trouve que la 3D est à chier. Ouais, mais tu remarqueras d'un autre côté que l'accent n'a jamais été mis sur la 3D, à aucun moment. Donc je pense pas du tout que de toute façon leur but c'était de faire... Ah bah non, mais si le film sort pas en 3D là, pour Disney c'est pas possible, c'est pas rentable. Mais donc la 3D ne sert vraiment là pour le coup que à faire aller voir le film en 3D et le film en 2D pour les fans, donc à vendre finalement 2 billets au lieu d'un. Mais là c'est vraiment purement commercial, donc n'allez pas le voir en 3D, vous passerez un mauvais moment en 3D, allez le voir en 2D, vous passerez un très bon divertissement, vraiment. Alors après, l'hommage à Apocalypse Now, j'ai failli vomir. Ah mais j'ai failli vomir. Mais c'est pas possible. On nous l'a vendu en nous mettant quelques vidéos sur internet à l'avance. Oui, un plan. On nous l'a vendu en nous mettant, voilà. J'ai même l'impression que sur la petite photo, elle avait l'impression de durer longtemps, ça dure 10 secondes, mais ça dure 1 seconde, et on voit monter ça, mais c'est juste pas possible. Donc là, on rend hommage à Lucas via le nouvel Hollywood en faisant, donc voilà, parce que c'est Lucas mais Lucas qui sort du nouvel Hollywood, oui. donc de Coppola. Et voilà. Et donc là, on va rendre cet hommage-là, qui a ni queue ni tête, alors là, qui a en plus aucun sens dans le scénario, donc c'est patché, on l'a posé là, ça n'a aucun sens de le poser là. À ce moment-là, dans la mise en scène, il a rien à y faire, ce plan-là. Donc bon, bref, on l'a posé là, c'est très bien, on donne encore ça. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc les cadrages, on aurait pu attendre quelque chose qui d'un seul coup nous emmène, alors que non, on est dans quelque chose de très très conventionnel, même si tu peux dire que par moment, bah oui, il y a des belles choses. Non, on est sur du conventionnel à fond les ballons. Donc ça c'est vraiment dommage. Il y a rien. Tous les plans qui sont là existent déjà. Tous les plans qui sont là sont des choses qu'on a déjà tous vues et revues. Et c'est vraiment, pour moi c'est dommage. Allez, on va vite finir parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. Les acteurs, mais là on touche le fond. Alors Oscar Isaac, ça y est, maintenant c'est officiel. Je déteste cet acteur. C'est pas possible. Il a réussi à nous flinguer l'un des frères Coen en faisant croire à tout le monde que c'était un trop bon frère Coen, Inside Llewyn Davis. Mais il a réussi à nous le foutre en l'air. Et là, il arrive, il dit un mot au début, parce qu'au début on le voit, je sais pas 3 minutes. Il arrive à jouer mal. Putain, le mec, on lui demande pas grand chose. Il est assis et dans un avion, il dit 3 phrases. Comment est-ce qu'on arrive à flinguer ça ? Comment est-ce qu'on arrive, avec Adam Driver, à la faire jouer mal ? Ce mec représente tout le cinéma, enfin c'est Sundance par excellence, enfin je veux dire, voilà, c'est tout le cinéma américain en marge, etc. Il a, mais on arrive, au début je l'ai même pas reconnu tellement il jouait mal.
Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ces 2 acteurs, les autres sont pas trop mauvais. La jeune fille, comment elle s'appelle, Daisy Ridley, qu'on n'avait jamais vu avant, enfin, sauf dans un film un peu obscur, mais sinon, elle est très bien. Les robots jouent très très bien. Mais alors eux deux, donc les 2 plus jeunes acteurs hommes, c'est juste pas possible. C'est une véritable catastrophe. Pourquoi est-ce qu'on lui fait enlever son masque? Mais garde ton masque, Adam Driver, parce que là tu joues bien. C'est juste pas possible. Là on se retrouve face à un boutonnet. J'ai pas envie de voir un boutonnet. Enfin c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Non. Et Oscar Isaac, c'est une véritable calamité. Et même après, parce qu'on le croit mort, finalement il est pas mort. Enfin bon, de toute façon, on le retrouve. Et alors là il joue un petit peu mieux parce qu'il saute dans les bras comme ça. Alors là d'un seul coup il a une action à faire et il saute bien dans les bras. Ça il sait bien faire, Oscar. Mais le reste, on le voit beaucoup d'ailleurs. Ne parle pas, Oscar Isaac, ne parle pas. C'est juste ce qu'on te demande. Donc vraiment, alors ça c'est vraiment une grosse déception. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ce film? Tu parlais de simplicité. Oui, c'est simplicité. Simplicité dans le sens, il est simple, il est concon. Bah voilà, on est face à quelque chose qui est concon. Voilà. Mais alors, de la même manière que le serait l'épisode 4. Et même, je pense que l'épisode 4 est beaucoup plus bredin que celui-là. Mais sans doute, hein. Là, on n'est pas en train de refaire tout Star Wars. Donc en fait, tu t'en prends à Star Wars et pas au épisode 7. Mais peut-être aussi. Non, mais en fait, si tu veux, je m'en prends à la manipulation qu'on nous fait. Aujourd'hui, on est obligé d'aimer Star Wars. Moi, quand je dis bof, voilà, c'est. Non, je suis pas sûr parce que l'épisode 1 c'était vraiment fait laminer quand il est sorti, quoi. Oui, mais quand il est sorti, mais enfin non. Aujourd'hui, je pense que on est dans un moment du cinéma mondial où ça devient très très compliqué de pouvoir critiquer un film, de juste pouvoir faire son métier, de juste pouvoir enlever les œillères d'une production qui nous a anéanti le cerveau pendant 1 an, puisque même moi, à un moment donné, j'ai presque eu envie d'y aller, enfin voilà, de me dire, ah, tiens, j'étais content. D'ailleurs, tout le monde va y aller, même ceux qui s'en foutent. J'étais à la première séance et j'étais content. Et comme un con, quoi. Enfin voilà, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être à une première séance. Enfin voilà, mais voilà, au fond de moi, j'étais, ah tiens, je suis quand même content. Et voilà, après, bon, tous les sables se sont mis en l'air, là, j'étais moins content. Mais c'était, voilà, on nous a vraiment anesthésié le cerveau. Je pense qu'à un moment donné, il fallait quand même que quelqu'un dise, bah oui, c'est un film qui est bof, c'est un film qui est fait pour les fans, pour les enfants, pour passer un bon divertissement. Allez-y en famille, vous passerez un bon divertissement, chacun y trouvera son truc, papy trouvera que Léa, bah elle a bien vieilli, hein. Mais non, mais c'est ça. Et elle a quel âge maintenant? Alors tu vas regarder l'âge sur Wikipédia, c'est marrant, ça occupe un petit peu le temps après dans la voiture, mais c'est... On est face à quelque chose qui remplit son contrat sur le divertissement et surtout qui ouvre un boulevard pour tous les nouveaux fans, parce qu'on est sur un film Lego, on est sur un film qui est fait pour les enfants qui ont joué, comme toi Louis, qui ont joué avec les Lego Star Wars avant de découvrir les films évidemment, parce qu'ils étaient, leurs parents étaient déjà à peine nés, et donc, enfin, ouais, même certains étaient pas nés, et donc voilà, comment est-ce qu'on fait vivre des personnages alors que les enfants ont joué avec des Lego toute leur vie? Et ben voilà, on les fait vivre de cette manière-là, et surtout, et là par contre, le grand coup de génie de Disney, parce que je dis pas J. Abrams, parce que je pense que finalement il est plus technicien qu'autre chose sur une production Disney à 5 milliards de dollars, mais je pense que le gros coup de Disney, c'est qu'ils ont réussi à faire venir des nouveaux personnages, comme Rey, notamment, et là, on sait que la petite Rey, on vient de s'en prendre pour 15 ans. Donc là, le contrat est rempli, puisque comment est-ce qu'on fait pour faire venir des nouveaux personnages? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de nouveaux personnages vraiment qui pouvaient avoir une vraie stature de personnages officiels Star Wars. Là, ils ont réussi à en faire rentrer une. Ils viennent juste de nous démontrer... Même deux. Oui, deux. Voilà, donc, ils viennent juste de nous démontrer que, ben oui, Star Wars, ça pourra être pendant 10, 15, 50, 100 ans. Maintenant, on est sur un soap opéra version fantasy. C'est exactement ça. À partir du moment où on fait venir d'autres personnages, qu'on fait mourir les anciens et qu'on fait venir des jeunes, on est dans un soap opéra. On est dans un soap opéra qui est pas diffusé tous les jours, qui est diffusé une fois tous les 10 ans. Et qui est un peu cher. Mais on est dans un soap opéra, ni plus ni moins. C'est un bon divertissement. Après, quand on regarde le fond, c'est comme quand je vais au Puy du Fou. Et voilà. Alors au Puy du Fou, je trouve que c'est magnifique. Ah bah c'est beau, hein. Ah bah tout ce que je vois c'est magnifique, hein. J'ai envie d'y travailler. Mais par contre, dès que je regarde le fond, bah je vois, ah oui d'accord, Jeanne d'Arc, machin, etc. Et on se trouve sous un sous-texte qui est hyper fascisant. Mais pourtant c'est magnifique et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. J'ai envie de le voir. Ah bah, moi je pourrais passer ma vie à regarder les spectacles du Puy du Fou. Mais par contre, dès que je débraille un petit peu mon cerveau et que je me dis mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Ah, ils sont en train de raconter que bah en fait il y a que le catholicisme, etc. Ah ouais d'accord. Ah
bah ça me fait un peu grincer. Ah oui, je me gratte un peu la gorge quoi. Et bah voilà, bah là c'est la même chose, c'est beau. Ah bah c'est beau, on voit plein de choses. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Ah bah lui il a perdu son papa, bah lui machin. Ah bah oui, bah moi d'accord. Ah bah d'accord, ah mais c'est plus belle la vie. Ok, j'avais pas compris. Donc voilà, allez voir. Et puis réfléchissez surtout, en fait c'est ça qui est important. Regardez ce film, réfléchissez, essayez de pas vous laisser happer par ce flot commercial qui nous arrive en pleine poire, parce que c'est difficile, hein, c'est difficile de s'extraire de tout ça. Essayez, c'est pas facile, vraiment pas facile. Oui, j'ai combien de temps? Allez, 5 minutes. 5 minutes, parfait. Non, je voulais juste rebondir sur un point surtout, c'est vraiment par rapport à la position de J.J. Abrams là-dessus. Parce que je pense qu'il faut mettre le film en perspective avec plusieurs choses. C'est sa filmographie déjà, puisque... Alors, il y en a qui disent, quand on a des gimmicks visuels, ça fait de nous un auteur. Non, je suis complètement pas d'accord. J.J. Abrams, c'est pas un auteur, ni même vraiment un cinéaste pour moi. Par contre, c'est assez dingue de constater qu'il arrive vraiment à insuffler tout ce que lui aime faire en mise en scène, et qui sont pas des choses évidentes. Parce qu'il y en a, ils ont des gimmicks, voilà, ils aiment les travelling, bah c'est facile de mettre des travelling dans des films. Lui, il fait des choses qui sont quand même visuellement à la fois assez audacieuses, et en plus souvent très pertinentes, et il arrive vraiment à les insuffler là-dedans. Et alors par contre, je suis d'accord que la mise en scène, c'est des choses qu'on a déjà beaucoup vues et qui a... Alors parce que moi j'ai beaucoup parlé par exemple de l'utilisation de la longue focale, qui est quelque chose que je trouve personnellement novateur, dans le sens où moi je l'ai jamais vu avant dans des scènes numériques de poursuite. J'avais jamais vu ça avant. Ça existe peut-être, mais moi je l'ai jamais vu. Pourtant j'en ai bouffé du divertissement hollywoodien à la con. D'un autre côté, on a le classicisme, mais qui est le classicisme qui était vraiment ce qu'utilisait Lucas, parce que Lucas, ses films étaient tellement plats et complètement banals niveau mise en scène qu'il a été obligé, à partir des années 80, de les retravailler pour ajouter des travelling numériques, pour ajouter des... je sais plus qu'on appelle ça, mais des panoramiques numériques. Donc voilà, il a été obligé de redynamiser ça. Et donc moi je trouve que ce qui est fort chez Abrams, c'est qu'à la fois il va réutiliser tout ce que tu appelles... tout ce que tu dis qui est un petit peu mou ou des choses qu'on a déjà vues, des choses qui sont issues de Star Wars mais qu'il est un petit peu obligé de remettre en place, il peut pas non plus tout bousquer d'un coup. Et d'un autre côté, il va mettre sa mise en scène qui est celle de l'énergie, qui est celle de la débauche visuelle. Moi j'arrive vraiment pas à comprendre, mais c'est peut-être moi. Alors par contre, je précise aussi que je ne suis pas, j'espère que je suis pas aveuglé par tout ce qui est l'univers Star Wars et tout. Là je vous fais une critique qui est la critique de ce que moi j'ai vécu en tant qu'expérience visuelle. Moi, Star Wars, j'étais fan jusqu'à mes 12-13 ans. Après ça, soit ça m'emmerdait, soit je trouvais les films foncièrement mauvais. C'est-à-dire que moi, la trilogie, je l'adore, mais je m'ennuie beaucoup devant parce que je les ai trop vus. Et la prélogie, je la trouve visuellement laide parce que c'est une débauche de numérique. Je trouve que les scénarios sont vraiment apocalyptiques. Enfin, une catastrophe. Là, vraiment, je précise que je vois le film comme un divertissement, mais... un divertissement au sens noble du terme, mais vraiment, parce que honnêtement, le divertissement, c'est quelque chose à la base de noble, ça j'en suis persuadé, mais qui s'est perdu depuis la fin des années 90. Moi, j'ai pas de souvenir en tête de vrais grands divertissements fédérateurs, réussis, à peu près intelligents, depuis ça. Oui, peut-être Mad Max, mais comme je vous disais, Mad Max, on a déjà fait notre critique l'année dernière, il y a beaucoup de limites. Donc, oui. Moi je vois vraiment ce film comme une odyssée visuelle. Oui, le scénario a des faiblesses. Il faut vraiment pas se faire aveugler, certes, par la dimension Star Wars, mais d'un autre côté, il faut aussi s'en détacher pour se dire je suis juste devant un film. Moi, au bout d'un moment, j'étais moi-même étonné d'arriver à me dire tu es juste devant un... Enfin, juste par rapport au détachement Star Wars, pas juste devant un divertissement dans le sens où c'est juste un divertissement. Un divertissement, ça peut être un grand film, hein. Divertissement, c'est pas un terme négatif à la base, il s'est négativisé avec le temps parce que c'est devenu une espèce de soupe populaire complètement aseptisée. Mais justement avec Star Wars on retrouve un petit peu d'audace visuelle. C'est pas fou, c'est pas révolutionnaire, mais moi je ne sais pas combien de temps ça fait que je n'avais pas vu un zoom. Et il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ouais, c'est vrai. Juste un zoom, mais juste ça. J'ai l'impression que juste ce zoom c'est un geste de... Parce qu'Abrams il le fait pas d'habitude dans ses autres films, les zooms il en met pas autant. Juste ça, j'ai l'impression que c'est un geste où il dit je suis Abrams et regardez, on peut faire des belles choses et on peut un petit peu déplacer l'aspect mercantile de Disney qui me fout 7 milliards de dollars sur les épaules. Et ben moi je fais un zoom. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres réalisateurs qui auraient pu faire ça. Et J.J. Abrams a eu carte blanche, il est scénariste sur le film. Disney lui a laissé carte blanche et ça sent. Alors c'est pas un scénariste de génie non plus, il y a beaucoup de faiblesses. Est-ce que tu te rends compte le nombre d'effets numériques qu'il y a dans le film? Il n'y en a pas beaucoup.
il a vraiment voulu utiliser les effets, ce qu'on appelle les practical effects, c'est-à-dire le latex, le caoutchouc. On retrouve ça, ce qui est beaucoup dans les premiers Star Wars, et en plus Simon Pegg, l'acteur qui joue dans les Missions Impossibles, qui est un pote à J.J. Abrams, et aussi scénariste sur le film. En tout cas, allez voir un divertissement, allez voir de ce que tout le monde va parler, mais réfléchissez, juste réfléchissez. Après, prenez du plaisir en le regardant, mais réfléchissez en sortant.